Mr. Shea, please, can we record the section, please, Mr. Shea? I've started recording. I've initiated it. Oh, thank you very much. Yeah, Mr. Thompson. Yeah, thank you. Ok. Merci à vous. Donc, merci à vous, messieurs aux locuteurs francophones qui sont connectés à cette session. Donc, l'objectif de cette session de ce jour, ce sera de présenter les éléments et les principes de base du réseau dans le cadre de Microsoft Azure. Donc, Microsoft Azure, comme on le sait, on a déjà entendu le dire certainement, c'est la plateforme de cloud computing de Microsoft. Donc, c'est le socle de tout ce qui est cloud computing chez Microsoft. Et Microsoft Azure se compose de plusieurs services. Donc, vous avez des services d'infrastructure en tant que service, dans lesquels vous avez le compute, donc les machines virtuelles, Windows, Linux. Vous avez la possibilité de créer plusieurs types de machines virtuelles. Vous avez le stockage, donc le stockage avec des comptes de stockage, du stockage managé. Et vous avez aussi le réseau. Donc, aujourd'hui en particulier, on va s'intéresser à tout ce qui est relatif au réseau. Donc, en termes de réseau, nous allons couvrir les réseaux virtuels, les passerelles VPN, ExpressRoute, les load balancers, les firewalls, l'interconnexion et le network watcher. Donc, avant d'aller plus loin, je vais essayer de clarifier un peu ce que c'est que Azure Network de manière plus globale. Donc, Azure Network, quand on parle d'Azure Network ici, à quoi est-ce qu'on fait référence? On fait allusion ici à tous les éléments qui constituent en quelque sorte le socle pour pouvoir en quelque sorte délivrer des services réseau dans Azure. Donc, vous avez des services de connectivité. Parmi ces services de connectivité, vous avez les VNet, donc les réseaux virtuels. Vous avez les interconnexions de réseau. Vous avez ExpressRoute qui va vous permettre d'interconnecter votre réseau local et le réseau dans Azure. Vous avez les passerelles VPN. Vous avez Azure DNS et vous avez Azure Bastion. Donc, tout ça, ce sont des services de connectivité. À côté de ces services de connectivité, vous avez les services de protection d'applications. Donc, parmi lesquels vous avez la protection DDoS, les firewalls, les network security groups, les web application firewall et les virtual network endpoints. On aura l'occasion de creuser un peu plus par la suite. Vous avez des services de présentation de contenu, donc des services d'application delivery services. Ce sont des services qui vont vous permettre de faciliter l'accès à vos applications vis-à-vis de vos clients finaux. Donc, parmi ces services-là, vous avez le CDN, Content Delivery Network, donc des réseaux de distribution de contenu. Il y a un nouveau service qu'on a depuis pas très longtemps, Azure Front Door Service. Il y a Traffic Manager et Application Gateway. Et enfin, la dernière et la quatrième catégorie, c'est la catégorie ici qui va s'adresser, qui va nous permettre de faire du suivi, du monitoring de notre réseau. Et dans ce cadre-là, on a un Network Watcher, on a un moniteur pour ExpressRoute, on a Azure Monitor de façon générale qui va nous permettre d'avoir une vue d'ensemble sur notre réseau. Et on a les VNet Terminal Access Points. Donc, toujours au niveau de Azure Network. Le premier élément et l'élément principal, primordial ici, c'est le réseau virtuel. Donc, un réseau virtuel, quel sera son rôle? Ce sera un regroupement logique ou un élément logique que vous allez créer dans votre souscription Azure à l'intérieur d'un groupe de ressources. Et la particularité de ce réseau virtuel, c'est qu'il va vous permettre d'interconnecter des éléments que vous allez créer par la suite, des ressources que vous allez créer par la suite. Par exemple, des machines virtuelles. Ça peut être des machines virtuelles. Ça peut aussi être des appliances. Ça peut être même des services que vous allez créer en plateforme en tant que service et que vous allez connecter à ce réseau virtuel. Et le réseau virtuel, il vous donne une certaine liberté, une certaine facilité, une certaine flexibilité dans le sens où
Vous avez la possibilité de définir quelles seront les plages d'adresse à utiliser. Vous pourrez définir les sous-réseaux, vous pourrez définir un serveur DNS, vous pourrez définir des règles de sécurité et vous pouvez même définir des routes et de la manière dont le trafic doit être géré à l'intérieur de ces réseaux. Donc, si vous avez déjà utilisé Hyper-V, VMware ou même un autre cloud computing, même une autre plateforme de cloud computing, vous avez normalement déjà eu à utiliser des réseaux virtuels. Donc, comme pour toutes les ressources dans Azure, pour les réseaux virtuels, pour les machines virtuelles, pour les cartes réseaux, il y a un élément assez important, c'est la nomenclature. Donc, pour être sûr qu'on n'a pas de problème, pour être sûr qu'on n'a pas de confusion dans notre environnement, il est important de définir un plan de nomenclature de nos différentes ressources. Maintenant, dans la définition de notre plan de nomenclature, il y a un élément qui est important à noter, c'est qu'un nom doit être unique dans la limite du scope de notre ressource, du périmètre de notre ressource. Par exemple, en termes de périmètre, un réseau virtuel est limité en termes de périmètre à son groupe de ressources et un sous-réseau est limité en termes de périmètre à son réseau virtuel. Ça veut dire que vous devez avoir un nom unique de réseau virtuel d'un groupe de ressources et un nom unique de sous-réseau dans un réseau virtuel, en quelque sorte. Maintenant, il convient aussi de définir un plan de nommage. Je vais demander, j'ai Serge qui est ici présent. Serge, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Merci beaucoup, Georges-Emmanuel. Je pense que, comme tu l'as si bien signifié, dans Microsoft Azure, il faut s'assurer éventuellement qu'on puisse avoir un excellent plan de nommage. C'est-à-dire que toutes les ressources éventuellement qui seront utilisées dans Microsoft Azure, toutes les ressources qui seront interconnectées à partir d'un certain réseau doivent être nommées et avoir un nom unique. Il ne faudrait pas qu'il puisse y avoir de la redondance dans celui-là. Donc, ni de confusion. Ni de confusion aussi sur ce point. Donc, il faut bien s'assurer que le plan de nommage soit fait. Donc, dans votre phase, au niveau de la conception surtout, avant de penser à l'interconnexion, au préalable, il faut réfléchir à ce plan de nommage. Emmanuel, tu peux continuer. D'accord. Donc, par exemple, vous pouvez décider que lorsque vous créez un réseau virtuel, vous pouvez peut-être mettre VN, VNet comme préfixe. Et ça va vous permettre par la suite, lorsque vous faites une recherche, vous avez beaucoup de ressources, vous pouvez facilement rechercher et retrouver des éléments. Donc, c'est déjà dans ce sens-là qu'il faut avoir une convention de nommage qui est assez efficace. Et bien sûr, vous avez des types de ressources qui vont vous faciliter la tâche lors de vos recherches, mais ça n'exclut pas qu'au niveau organisationnel, personnel ou même de l'entreprise, vous décidiez, même pour des principes de gouvernance, d'avoir un plan de nommage. Donc, bien sûr, toutes les ressources que nous aurons dans Azure sont disponibles à l'intérieur de régions. Donc, elles sont disponibles à l'intérieur de régions. Et donc, qu'est-ce que ce sont des régions? Les régions, ce seront ici des data centers qui vont être disposés dans un espace géographique. Donc, des data centers disposés d'un espace géographique auquel on peut avoir accès sous réserve dans un premier temps, souscrit à une souscription, avoir une souscription dans Azure. Toutes les régions ont des catégorisations différentes et toutes les régions n'ont pas forcément les mêmes types de ressources. Donc, on a des ressources qui sont disponibles, qui peuvent être déployées dans une région et pas dans une autre. Donc, on a des ressources qui peuvent être déployées dans certaines régions et pas dans une autre. Il est important de le prendre en compte. Il est important de le prendre en compte lorsque vous planifiez le déploiement de vos ressources dans Azure. Et bon,
À ce stade, à ce jour, on a environ 140 pays qui sont couverts et 54 régions. Donc, on a 54 régions de façon globale au niveau de Azure et les services sont disponibles, sont accessibles à 140 pays. Donc, vous avez pu le remarquer, nous avons deux régions en Afrique, deux régions en Afrique du Sud, et on espère qu'on aura bientôt des régions en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord, en Afrique centrale, au Nigeria, Côte d'Ivoire, au Sénégal et ainsi de suite. Je vais revenir au niveau des régions. Comment est-ce que vous devez définir, comment est-ce que vous devez déterminer l'emplacement de vos ressources? Donc, une astuce à ce niveau, c'est de vérifier la latence, le temps de latence qu'on peut avoir entre notre région, entre notre emplacement physique et une région donnée. Donc ça, c'est la première chose à prendre en compte. La deuxième chose à prendre en compte, c'est aussi les exigences réglementaires. Est-ce qu'on a le droit, au niveau de la réglementation, de la régulation de notre emplacement, est-ce qu'on a le droit, ou par exemple même au niveau de notre secteur d'activité, est-ce qu'on a le droit d'héberger nos données dans un autre emplacement, dans une région en particulier, par exemple en France, en Allemagne ou aux États-Unis? Donc une fois que ces points-là sont couverts, on a aussi les souscriptions. Donc les souscriptions, ce seront ici ce qu'on appelle aussi des tenants. C'est une limite logique dans laquelle on va héberger un ensemble de ressources. Donc, dans une souscription, on aura à créer des groupes de ressources. Dans les groupes de ressources, on aura à créer des ressources. Et ces souscriptions vont être utilisées pour faciliter la délégation, dans un premier temps, simplifier l'administration en second lieu, et définir aussi des politiques au niveau global. Pour ce qui concerne les réseaux virtuels, pour ce qui concerne les réseaux, vous avez la possibilité de créer un nombre pas illimité de réseaux virtuels. Vous avez la possibilité de créer quelques-uns quand même, vous avez la possibilité de créer quelques réseaux virtuels. Il me semble que la limite, c'est au-delà de 1000, 10 000. Mais une chose est certaine, c'est que la limite est déjà vraiment très haute et vous n'avez pas à craindre de ne pas pouvoir créer suffisamment de réseaux virtuels dans Azure. Bien entendu, il faut tenir compte de ce qu'on a énoncé précédemment. Vous pouvez créer uniquement un seul réseau virtuel avec un nom donné dans un groupe de ressources. Donc vous pouvez avoir des noms différents et en créer autant que vous voulez dans les mêmes groupes de ressources ou dans une même souscription. Excuse me, Sherry? Excuse me, can you hear me? I can hear you, yes. Okay, excuse me. Please, maybe take 1 minute. We have some people from Ivory Coast who want to join, but they can't join with the link we provided. So can you allow us 1 minute, please? We share them the link and we continue. Okay. Okay, thank you. So if you have some question in the meantime, Yeah, please, do in not the hesitate meantime, if you have to questions, ask. you can ask up while we wait for those people from Ivory Coast. Just raise your hand and ask him the question. Okay. Okay, somebody is raising his hand. You can go ahead, Yevon. You can speak it in French. Yeah. Topper will understand. Okay, Yevon. I'm back, so I can take your question. Yeah, Yevon. You can ask the question. Hello, are you here? Your hand is raised up, Yevon. Can you hear me? I think he has dropped. Okay, you can continue talking. Okay, thank you. Thank you. So, for now,
I will make a small demo. I will go to the portal, to the Azure portal, and I will present the different options for networking in Azure. Donc, maintenant, je vais partir dans le portail Azure. Je vais faire une petite démonstration. On va se connecter ensemble et puis on va regarder les différentes options de connexion et les différentes options de gestion de réseau qui sont disponibles dans Azure. Ok, donc je me connecte au portail Azure. Je vais vous présenter les différentes options de réseau, les différentes offres réseau qui sont disponibles dans Azure. Ok, donc déjà par défaut, voici à quoi ressemble un portail, le portail Azure. Je vais faire un filtre par souscription, de sorte à faciliter un peu plus la sélection. Ok, donc lorsque vous êtes sur le portail, tel qu'il se présente, vous avez ici en haut, tout à fait à gauche en haut, un bouton qui vous permet d'accéder au menu. Et au niveau du menu, vous avez des éléments qui sont catégorisés. Donc vous pouvez cliquer sur tous les services. Et une fois que vous cliquez sur tous les services, vous avez les différentes ressources, services qui sont dans Azure, qui sont présentés sous forme de catégories. Donc on sélectionne réseau, donc networking, et on a tous les services qui sont disponibles en tant que service réseau. Donc vous pouvez le voir, on a les réseaux virtuels qu'on a couverts et présentés tout à l'heure. Vous avez les gateways, donc les gateways local network gateway et VPN gateway qui sont utilisés pour l'interconnectivité VPN site à site. Les adresses IP publiques, les zones DNS privées, vous avez Traffic Manager, Azure Front Door, les politiques et ainsi de suite. Donc, tous les services réseau qui sont disponibles dans Azure sont présentés et sont disponibles ici. Donc, ensemble, on va voir un peu comment est-ce qu'on peut créer un réseau virtuel. Donc, pour créer un réseau virtuel, voici comment ça se fait. Je crée une nouvelle ressource. Je crée une nouvelle ressource. Je recherche Virtual Network. Je recherche réseau virtuel. Je lance la création, je fais créer. Je choisis une souscription. Donc, j'ai plusieurs souscriptions. Je choisis une souscription. Je choisis un groupe de ressources. Donc, je peux en créer un. Donc, je crée un groupe de ressources. Je donne un nom à mon réseau. Ça va s'appeler choisis une région. D'accord. Une fois que j'ai sélectionné les éléments de base, donc le nom de mon réseau, l'emplacement, le groupe de ressources, je peux maintenant choisir l'espace d'adressage. Donc là, on me propose un espace d'adressage par défaut 10.0.0/16. Je peux le changer, prendre par exemple 192.168.0.0/16. Je peux me limiter à un adressage. Je peux ajouter des sous-réseaux. Ajouter des sous-réseaux. Ensuite, je peux configurer les options de sécurité. Donc, on avait parlé tout à l'heure de
protection contre les nids de service, je l'active. Si j'ai déjà créé un élément de protection contre les nids de service, je peux le sélectionner. Je peux créer aussi un firewall directement à partir de mon réseau qui sera associé. Ensuite, nous avons les tags. Je vais mettre ici et enfin, je visualise l'ensemble des éléments que j'ai renseignés. Si cela me convient, je m'assure que je n'ai aucun problème de validation. Je valide la création. Donc, en quelques temps, en moins d'1 minute, normalement, je pourrais déjà avoir accès à un réseau virtuel tout à fait créé dans Azure. Donc, c'était pour la démo. On retourne à la présentation. Et maintenant, on va s'intéresser aux options de connectivité dans Azure. Donc, on va voir un peu comment est-ce qu'on peut se connecter à un réseau virtuel à partir de notre réseau local. On verra aussi comment interconnecter des réseaux virtuels entre eux. Quelles sont les autres options de connectivité qui sont disponibles dans Azure de manière générale. Et on va commencer déjà avec la première option qui est le peering. Donc, le peering, en quoi est-ce qu'il consiste? Il consiste à associer deux réseaux virtuels dans Azure. Donc, il s'agit de faire en sorte que deux réseaux virtuels puissent communiquer entre eux. Donc, à quoi est-ce que ça peut servir, par exemple? Vous avez deux souscriptions dans Azure. Et dans ces deux souscriptions-là, vous devez avoir des machines, vous devez avoir des ressources. Mais maintenant, il est impératif pour vous que ces ressources-là puissent communiquer entre elles. Donc, ces machines puissent communiquer entre elles. Donc, vous pouvez faire des réseaux de part et d'autre et utiliser le peering, l'association de réseaux qui va vous permettre en fait d'étendre vos réseaux comme si c'était un seul réseau logique. Et lorsque vous le faites, vous avez le choix de définir à quel niveau vous voulez placer la passerelle. Donc, chaque réseau par défaut a sa passerelle. Vous pouvez décider que vous voulez transférer tout le trafic d'un réseau vers un autre réseau. Vous pouvez décider que vous voulez utiliser une passerelle qui est sur un autre réseau pour communiquer avec des ressources qui sont en local. Et vous pouvez aussi, si vous le désirez, interconnecter chaque réseau de façon indépendante à un VPN, par un VPN site à site, à un réseau local. Donc, à quoi est-ce que ça ressemble de façon concrète le peering? Nous avons un exemple ici. Vous avez un réseau qui s'appelle VNet A, vous avez un réseau qui s'appelle VNet B. Et ce qu'on a, c'est qu'on a un autre réseau qui s'appelle Hub VNet. Donc, le Hub VNet, c'est un réseau qui est connecté à un réseau local, à un VPN site à site. Et il nous donne la possibilité, par le moyen du peering, au réseau VNet B, d'accéder au réseau local parce qu'on a configuré le réseau VNet B en sorte qu'il puisse utiliser la passerelle qui est dans le réseau Hub VNet. Donc, par ce moyen-là, on a une ressource qui est dans un sous-réseau, qui est sécurisé, qui est dans VNet B, qui peut accéder au réseau local et à partir de laquelle on peut accéder au réseau, à partir du réseau local, sans pour autant que ce réseau-là soit initialement connecté directement à notre réseau local. Donc, ça permet quand même de couvrir quelques scénarios qui sont un peu plus complexes que la normale. Et outre le peering, on a aussi d'autres options de connexion qui sont disponibles. La première option, c'est les VPN point à site. Donc, le VPN point à site, ce sera une option qui va permettre de connecter un ordinateur, un périphérique, à un réseau. Donc, la limitation, c'est que si le périphérique est connecté à un réseau donné,
toutes les ressources qui sont dans ce réseau-là n'auront pas nécessairement accès, au réseau auquel ce périphérique-là se connecte. Donc, c'est la première limitation. C'est une des limitations. Et ça fait que d'office, les connectivités point à site sont réservées et sont dédiées aux petits déploiements. Par exemple, vous avez des ressources dans Azure, vous travaillez comme ça et avec la période de Covid, le confinement, la nécessité de travailler depuis la maison, il y a un changement brusque et vous devez permettre à vos clients ou à vos employés de continuer d'accéder à des ressources qui sont dans Azure. Donc, vous pouvez déployer les VPN point à site, de sorte que chacun, à partir de sa machine professionnelle, puisse continuer d'accéder à ces ressources. Vous avez aussi le VPN site à site qui sera utilisé cette fois-ci lorsque vous avez à interconnecter un réseau dans Azure et un réseau local. Donc, c'est une option qui va vous permettre de donner la possibilité à tous les éléments, toutes les ressources qui sont dans le réseau local de communiquer avec le réseau dans Azure et à toutes les ressources qui sont dans le réseau dans Azure de communiquer avec les ressources locales. Bien entendu, vous allez utiliser des firewalls, des pare-feux, vous allez utiliser des pare-feux, vous allez utiliser des logiciels de sécurité, tout ça, pour restreindre l'accès, les antivirus, pour restreindre l'accès et pour protéger vos applications, vos services et vos périphériques de part et d'autre. Et le dernier élément, c'est une offre qui va vous permettre d'interconnecter votre réseau dans Azure et votre réseau local. À la différence, il va vous donner un accès privé sans passer par Internet. Et là, c'est une interconnexion directe entre le réseau de Microsoft et celui de votre entreprise. Donc, cette offre-là, on l'appelle ExpressRoute. ExpressRoute. Et c'est quand même, c'est une offre qui est appropriée pour les entreprises de grande taille, par exemple, pour des entreprises qui ont des besoins, par exemple, de backup, disaster recovery dans Azure, et pour les entreprises qui ont besoin aussi d'aller au-delà de la limite de 1 gigabit par seconde qui est possible avec les VPN site à site. Maintenant, bien entendu, vous avez la possibilité de les utiliser tous ensemble. Donc, vous pouvez les combiner. Il n'est pas exclu que vous pouvez les combiner pour atteindre vos objectifs. Donc, qu'est-ce qui est nécessaire pour pouvoir créer un VPN site à site? Donc, le VPN site à site ici, il va vous demander, outre quelques configurations que vous allez faire, il va vous demander de créer une ressource en particulier qui s'appelle une passerelle VPN. Donc, une passerelle VPN, ce sera un équipement que vous aurez en local. De façon classique, ce sera un équipement que vous aurez en local auquel vous allez vous connecter et sur lequel vous allez configurer des règles pour qu'il puisse se connecter à un autre équipement, à un autre point donné. Donc, dans le cas d'Azure, vous allez créer une passerelle VPN virtuelle que vous allez connecter à votre passerelle VPN locale. Une fois que vous l'aurez fait, vous aurez maintenant la possibilité d'établir une connexion entre ces deux passerelles-là et ainsi d'établir un canal sécurisé entre votre réseau local et votre réseau dans Azure. Donc, outre les VPN site à site, vous avez aussi ExpressRoute. Et la particularité de ExpressRoute, c'est qu'il va vous permettre d'aller au-delà d'une certaine limitation. Donc, la limitation, l'obligation pour vous, lorsque vous êtes dans le VPN site à site, de passer par Internet, vous ne l'avez pas avec ExpressRoute parce que c'est un tunnel sécurisé, mais comme une liaison dédiée entre votre data center et celui de Microsoft. En termes de bande passante, vous allez jusqu'à 10 gigabits par seconde. Maintenant, vous pouvez aussi décider que pour un besoin particulier, vous voulez avoir une redondance de lien. Donc, vous pouvez avoir un lien en ExpressRoute et un autre lien peut-être avec 1 gigabit par seconde en VPN site à site. Donc, voici comment un peu il va fonctionner.
Donc, vous allez aussi privilégier ExpressRoute lorsque vous avez besoin d'avoir une connexion à faible latence. Donc, vous avez des applications qui sont très critiques, des applications peut-être sur lesquelles vous devez travailler en temps réel. Vous pouvez aussi utiliser ExpressRoute pour avoir le minimum de latence possible. Donc, à un moment donné, on peut se demander qu'est-ce qu'il faut choisir. Est-ce qu'il faut choisir ExpressRoute? Est-ce qu'il faut choisir le VPN site à site? Donc, le choix vous appartient. Il vous revient de décider lequel des éléments vous allez choisir. Mais il faut comprendre que pour faciliter le choix, ça va dépendre de vos options budgétaires, donc de ce que vous pouvez mettre dans la balance en termes budgétaires, de vos exigences. Est-ce que vous avez la possibilité de passer par Internet pour l'accès à ces ressources? Et aussi de la criticité des données que vous êtes en train d'exploiter. De la criticité, par exemple, le besoin, par exemple, d'avoir un traitement en temps réel et ainsi de suite. Ce sont des options qui sont sécurisées. ExpressRoute, c'est beaucoup plus sécurisé que VPN site à site, parce que là, on ne passe pas par Internet et on sait qu'à partir du moment où on passe par Internet, on est plus ou moins exposé. Donc, il revient à chacun d'évaluer en tenant compte de ces différents éléments et de déterminer quelle est la meilleure offre qui convient pour son besoin. Et aussi, il faut noter qu'on peut les utiliser toutes les deux ensemble pour en tirer le meilleur bénéfice. Donc, l'autre élément qu'on va couvrir, c'est les réseaux de distribution de contenu. Donc, un réseau de distribution de contenu, ce sera quoi? Ce sera donc un ensemble de serveurs qui vont être disposés un peu partout dans le monde et qui vont nous permettre de diffuser de façon plus efficiente du contenu web à des utilisateurs. Donc, ces réseaux de distribution de contenu-là, ils vont mettre en cache du contenu sur des serveurs qu'on va appeler des points de présence. Et les points de présence peuvent être placés un peu partout dans le monde, de sorte, par exemple, à diffuser plus facilement un contenu à des utilisateurs. Donc, c'est quelque chose qui va être utilisé de plus en plus, par exemple, par des acteurs comme des fournisseurs de contenu vidéo. Par exemple, Facebook en utilise, YouTube en utilise. Et lorsque vous avez aussi à mettre en place un site web qui va être utilisé de façon globale dans le monde entier, vous pourrez aussi être amené à utiliser un réseau de distribution de contenu. Donc, l'autre particularité, c'est que le réseau de distribution de contenu a la possibilité d'accélérer aussi la mise à disposition de ce contenu. Donc, il peut compresser le contenu, il peut compresser les fichiers, il peut vous donner la possibilité de savoir un peu, en termes de statistiques, quelles sont les régions ou les emplacements physiques, les emplacements géographiques dans lesquels on a besoin d'un certain type de contenu. Et il va aussi, d'une certaine manière, libérer en quelque sorte le site principal qui délivre ce contenu. Et maintenant, dans Azure, en dehors de l'offre standard de CDN Azure, vous avez aussi une offre qui est portée par Akamai, qui est pratiquement un des leaders en CDN, une offre portée par Verizon, une offre premium portée par Verizon aussi. Donc, maintenant, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut créer un CDN. Donc, on va faire une petite démonstration. On repart au niveau du portail. On repart au niveau du portail. OK, donc là, la création de notre réseau virtuel est terminée. Je vais me connecter, juste le temps de vous montrer un peu le réseau. Donc, voici notre réseau qu'on a créé. Il est disponible. Et ce que je vais faire maintenant, je vais créer
un compte de stockage. Je compte. Donc, je vais créer un compte de stockage. C'est pareil, je choisis aussi la région. La performance, bon, juste pour des besoins de démo, je prends standard et je détermine les options de réplication. Les options des réseaux, je les conserve par défaut. Par défaut. Purpose. Démo. OK. Maintenant, au-dessus de ce compte de stockage, je vais créer un réseau de distribution de contenu. Donc, je patiente juste le temps que le compte de stockage soit créé. Je vais pouvoir créer mon réseau de distribution de contenu. OK, donc la création de mon compte de stockage est terminée. Je retourne dans le groupe de ressources. Je vais juste actualiser le temps que ça apparaisse. Et l'idée, c'est que dans ce groupe de ressources dans lequel j'ai créé mon compte de stockage, je vais ajouter un CDN à ce compte de stockage. OK, il apparaît. Donc, on va voir un peu comment c'est facile, par exemple, de créer un CDN pour un compte de stockage. Et c'est pratiquement pareil pour chaque type de service dans Azure qui est disponible accessible à partir du web. Donc, dans le volet de gauche, je descends, je cherche Blob Service, Azure CDN, et je vais commencer maintenant à créer un profil. Donc, j'ai la section New Endpoint. À l'intérieur, je vais définir un nom. Appeler 1.0. Je vais définir une catégorie de prix. Démo. Et le compte de stockage auquel il est rattaché. Et on patiente quelques instants, le temps que ce CDN-là soit créé. Donc, on patiente quelques secondes, le temps qu'il soit créé. Et lorsqu'il sera créé, on pourra l'utiliser pour accéder à notre compte de stockage. Donc, jusqu'à présent, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. If you have any question, do not hesitate to ask them.
On patiente encore quelques secondes. Donc maintenant, la création de notre endpoint, de notre point de terminaison est terminée. On va juste patienter le temps qu'il apparaisse ici. Et on pourra l'utiliser pour accéder à nos ressources. On verra un peu comment ça se fait, avec quelle simplicité. Donc l'idée ici de cette démonstration, c'était surtout de montrer la simplicité avec laquelle on peut créer un CDN dans Azure et la simplicité avec laquelle on peut y accéder. Donc là, vous voyez notre adresse d'origine et là, on a notre endpoint. Je peux cliquer dessus. OK, donc voici l'adresse d'origine. Et là, on a notre endpoint qui nous redirige sur une page page not found. Donc, dès lors qu'on pourra mettre du contenu à l'intérieur de notre site web d'origine, on pourra le configurer de sorte à ce que notre point de terminaison puisse servir ce contenu de façon efficiente. Excuse me, do you have a question? Are you someone speaking? Vous avez une question? J'entends quelqu'un parler. Ok, donc on va retourner à la présentation. Allô? Oui, allô? Oui, j'ai une question. C'est Gaston. Gaston, ok. Bonjour Gaston. Oui, Allons-y. oui, salut. Oui. Bonne présentation. Je voulais savoir, je voulais revenir sur le sujet de Expressroute. Je ne sais pas, parce que il y a d'autres qui veulent configurer, qui peuvent fournir ce service-là. Je ne sais pas si en Afrique, il y a quelqu'un, un opérateur qui fournit des routes. Allô? Gaston? Allô, Gaston? Allô, Gaston, c'est Milo. On ne te comprend pas bien. Apparemment, oui, la connexion est un peu bizarre. On n'a pas bien compris ta question. Si tu peux répondre à ta question, ce serait intéressant. Bonjour, Gaston, c'est Milo. Oui. Ok, oui, bon. Je disais que j'ai lu quelque part qu'il y avait partie des opérateurs qu'on pouvait avoir ce service. Est-ce que vous connaissez en Afrique un opérateur qui donne des services Expressroute qui permet de se connecter au data center de Microsoft? En Afrique, je n'en ai pas encore entendu parler. Je sais que j'avais déjà entendu dire que Orange avait des travaux dans le sens, mais est-ce que c'est arrivé à échéance? Est-ce que c'est disponible? Je ne peux pas confirmer. Il faudra certainement contacter Microsoft, peut-être les équipes commerciales de Microsoft, et elles pourraient apporter une précision dans ce sens-là. Ou bien les équipes partenaires. Okay. Bon, je vais laisser aussi
Jerry et Milo, s'ils ont des compléments, ils pourront les partager. Voilà, Gaston. Au fait, il y a Orange depuis 1 an, surtout l'entité Orange Business. Donc, je pense que Orange Business, au niveau de la zone Afrique ici, Afrique de l'Ouest et puis Afrique centrale, a commencé à déjà entreprendre des démarches, donc notamment avec Microsoft, pour voir éventuellement comment connecter leur data center et puis genre approvisionner leur data center en s'appuyant sur certains services déjà qui sont dans les data centers d'Azure. On s'appuie sur les data centers notamment en Afrique du Sud là-bas. Donc, ils sont toujours dans les tractations parce que comme Microsoft n'envisage pas, notamment dans les 2 années à venir, d'implanter les data centers dans la zone Afrique de l'Ouest, Orange veut s'appuyer sur ces infrastructures, notamment existantes, pour voir comment pouvoir proposer des services et éventuellement customiser ces services de Microsoft là en les hébergeant dans les data centers et puis en les fournissant aux clients. Donc, je pense qu'ils sont toujours en discussion. Il n'y a pas encore de décision effective. Donc, pour l'instant, on attend tous, quoi. Si c'est OK, je pense que ça pourra aider vraiment la plupart des organisations et ça pourra aider aussi Microsoft à étendre la plupart de ses services à certaines sociétés qui peinent encore, ou bien de par l'infrastructure, de par certaines lois souveraines, ne peuvent pas atteindre certaines cibles. OK. OK, c'est compris. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Gaston. Merci Gaston. Merci Serge. Il y a Jerry aussi. Donc Jerry, si tu veux intervenir, apporter une quelconque contribution, tu peux y aller. Ok, bon, on va continuer. Maintenant, on va s'intéresser aux options aux offres de sécurité. Donc, à tous les aspects de sécurité dans Microsoft Azure. Le premier aspect, c'est déjà la sécurité au niveau réseau. Donc, au niveau réseau, les éléments ou les ressources qui permettent d'assurer la sécurité. On a par exemple les groupes de sécurité réseau, Network Security Groups, qui vont nous permettre de définir des règles d'accès pour soit un réseau, soit une carte réseau, soit un sous-réseau. Ils viennent en remplacement des ACL qu'on avait par le passé. Vous avez les appliances, donc là, il ne sera plus nécessairement des éléments intégrés ou natifs d'Azure. Vous allez pouvoir utiliser par exemple une machine virtuelle dans laquelle vous allez installer un système d'exploitation, par exemple. Ça peut être un routeur Cisco, ça peut être un routeur d'un éditeur particulier ou une solution que vous-même vous allez fournir. Et à partir de cette solution-là, vous allez maintenant router votre trafic vers cette appliance qui va déterminer comment est-ce que le trafic doit être traité. Donc, vous avez aussi les tables de routage, et vous avez aussi les routes BGP. Donc, ce sont les éléments qui sont disponibles. Donc, déjà, en termes de filtrage de trafic, donc le premier élément en termes de sécurité, c'est la restriction des accès. Comment est-ce qu'on contrôle les accès? Comment est-ce qu'on limite les accès? Et comment est-ce qu'on s'assure que les gens ont accès uniquement aux ressources auxquelles ils sont censés avoir accès? Donc, dans ce sens-là, on va utiliser les groupes de sécurité réseau. Donc, les groupes de sécurité réseau, ce sont des ressources qui vont vous permettre de filtrer l'accès à un réseau et d'appliquer des règles au trafic que vous êtes en train de gérer, de filtrer. Donc, par défaut, quand vous créez un groupe de sécurité réseau, il va arriver avec des règles prédéfinies, des règles par défaut. Donc, on a deux types de règles. On a des règles entrantes et on a des règles sortantes. Donc, c'est un peu comme un firewall très simplifié. Un firewall très simplifié qui va nous permettre déjà de définir comment est-ce qu'on restreint les accès à notre réseau, à notre sous-réseau ou à notre carte réseau. Donc, un groupe de sécurité réseau peut être attaché à l'un de ces trois éléments que j'ai cités là. Ensuite, vous avez les appliances. Donc, ces appliances-là, vous allez les utiliser, comme je l'ai dit, pour apporter des fonctions réseau particulières.
Donc, par exemple, vous pourriez utiliser une appliance pour faire un load balancer de Go7. Vous pouvez utiliser donc un load balancer applicatif, par exemple. Vous pouvez utiliser une appliance pour faire de la compression. Vous pouvez utiliser votre appliance, par exemple, pour faire de la détection d'intrusion. Mais de manière générale, vous allez les utiliser lorsque vous voulez avoir un contrôle un peu plus accru sur ce que vous avez dans Azure en termes de gestion de réseau, ou lorsque vous avez besoin d'une certaine compatibilité avec votre infrastructure locale. Donc, peut-être que dans votre environnement, vous avez déjà des Cisco ASA que vous utilisez comme appliance de sécurité. Vous pouvez décider que vous voulez aussi étendre ces règles-là dans Azure sans avoir besoin de faire toutes sortes de reconfigurations de l'autre côté. Donc, vous pouvez aussi créer, par exemple, une appliance virtuelle Cisco ASA et synchroniser vos règles vos politiques réseau, vos politiques de sécurité sur l'ensemble de vos appliances. Donc, dans quelle mesure vous allez l'utiliser? Il y a vraiment beaucoup de scénarios et ça dépend maintenant de vos exigences, ça dépend de vos besoins. À côté de ça, vous avez aussi la gestion du trafic, donc en termes de routage. Donc, en termes de routage, vous pouvez définir quelles sont les routes qu'un paquet ou qu'un certain trafic doivent nécessairement emprunter pour atteindre un point donné dans votre environnement. Donc, si vous voulez exclure une partie de votre réseau d'un accès particulier, vous pouvez le faire avec des routes. Donc, dans votre table de routage que vous allez créer, vous allez créer essentiellement des destinations. Vous allez pouvoir identifier des destinations qui constituent des réseaux ou des sous-réseaux. Et vous allez maintenant créer des routes. Et sur chaque route, vous allez créer des pointeurs, par exemple, qui vont être ici des passerelles. Donc, vous pouvez dire, par exemple, que lorsque on veut aller dans le réseau 192.168.0.1, on voit tout le trafic à telle passerelle. Si la passerelle n'est pas disponible, tu envoies le trafic à telle autre passerelle. Donc, vous avez ce niveau de contrôle qui est disponible pour vous. De sorte que, par exemple, au lieu de laisser le trafic directement aller de façon naturelle, pour accéder peut-être à une ressource en particulier, vous pouvez rédiger le trafic à ce qu'on appelle une appliance virtuelle. Et cette appliance virtuelle va contenir un certain nombre de règles qui vont filtrer, qui vont peut-être évaluer et déterminer si elle autorise ou pas l'accès aux ressources auxquelles on est censé accéder finalement. Ensuite, là, on était au niveau Azure. On était au niveau Azure à l'intérieur d'un réseau. Maintenant, vous pouvez aller au niveau plus global. Donc, vous avez un réseau qui est vraiment distribué avec plusieurs sites qui sont répartis dans le monde entier. Donc, vous avez maintenant des VPN sites à site, vous avez tout ça. Et à un moment donné, vous allez vous rendre compte que les routes que vous allez définir doivent être communiquées, doivent être partagées, doivent être répandues à l'échelle de tout votre réseau. Donc, pour ce faire-là, vous allez utiliser le protocole Border Gateway Protocol, le protocole BGP, qui va vous permettre là de faciliter vos interconnexions, vos communications entre les différents réseaux, les différents systèmes autonomes, et aussi de propager les différentes routes que vous allez définir à l'échelle de votre réseau global. Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez les poser avant qu'on passe à la prochaine phase, à la prochaine section. Sinon, on va s'intéresser maintenant aux éléments qui sont disponibles pour gérer et pour optimiser tout ce qui est connectivité, tout ce qui est réseau au niveau de Microsoft Azure. Donc, on va s'accorder quelques 30 secondes pour savoir s'il y a manifestation d'intérêt pour poser des questions. Et si ce n'est pas le cas,
on pourra continuer. Okay. So if you have any question, if you have something you want to ask, you have like 1 minute to ask about it, and we try to understand to answer your question. So do not hesitate to ask some question. If you don't have any question, now we're gonna talk about the option we have to manage and optimize the traffic, the traffic or the general management of Azure resources regarding network operations. Ok, bon, on n'a visiblement pas de questions. Donc, on va poursuivre et on va maintenant s'intéresser à quelques éléments qui ne sont pas forcément des éléments techniques, donc des aspects non fonctionnels, comme la résilience. Donc, la résilience, déjà, qu'est-ce que c'est? Serge, tu peux nous donner ton avis sur la question? Ou Jerry? Ok, bon, je n'ai pas de retour de Serge ou Jerry. Donc, comment est-ce qu'on peut définir la résilience de façon simple? On peut dire que c'est la faculté d'un système de se remettre en état après avoir subi un impact, un dysfonctionnement. Donc, la faculté d'un système à recommencer à fonctionner après une panne. Donc, ici, il ne s'agit pas de voir dans quelle mesure on empêche le système d'avoir des pannes. Il s'agit de voir dans quelle mesure on peut retrouver du service rapidement lorsqu'on est impacté. Et dans quelle mesure on peut retrouver du service rapidement lorsqu'on est impacté. Donc, à ce niveau, il s'agit de voir un peu comment est-ce que, dans un cas précis, ça peut être par exemple dans le cas d'une application qui est critique, qu'on déploie et qui est utilisée dans un cadre un peu plus global partout dans le monde, comment est-ce que on reprend du service très rapidement. Et donc, on a deux options pour la résilience, deux aspects importants. Le premier aspect, c'est la haute disponibilité. Donc, la haute disponibilité ici, ce sera la mise en place d'un processus, la mise en place d'une application de certaines techniques qui va nous permettre à notre application de continuer de fonctionner, même dans un état minimum, lorsque on a des ressources qui ne sont plus disponibles. Et le disaster recovery, donc la récupération en cas de sinistre, ce sera donc la possibilité qu'on va se donner de récupérer ou de retrouver un état de fonctionnement après des sinistres majeurs. Donc c'est pas, ici, il ne s'agit pas d'incident, il s'agit vraiment de sinistres. Hi, George. I think someone raised up his hand. I don't know, he has dropped off again. We wanted to ask you a question. Once he is back, I'll let you know. Who was talking? Shay? Yeah, this year, there's someone that raised up his hand. The person was using an email, not the name, so I couldn't read the name. Okay, but he dropped off. Once he's back, I'll let you know so that I can ask his question. Okay, no problem. So if someone has a question, just tell me and I'll take your question. Thank you. Donc, comme je disais, on a deux options principales. On a deux éléments principaux qui ne sont pas nécessairement interchangeables, qui sont vraiment complémentaires. C'est le fait de mettre en place un plan de récupération en cas de sinistre et le fait de mettre en œuvre la haute disponibilité. Donc, la haute disponibilité va nous permettre de configurer notre application de sorte que si certains éléments
si certaines ressources qui servent à fournir la garantie d'accès à l'application sont en panne, on continue de fonctionner, on continue de rendre l'application disponible, même avec, ça peut même avec des downtime ou avec un état limité, mais on continue de fonctionner. Et la récupération en cas de sinistre, ça sera tous les mécanismes qu'on va mettre en œuvre qui vont nous permettre de reprendre du service lorsqu'on aura des incidents majeurs. Donc, pas des incidents, des petits incidents ou des dysfonctionnements, vraiment des incidents majeurs, des cas de force majeure. Donc, en termes de haute disponibilité, on a des services aussi qui sont disponibles dans Azure au niveau réseau. Donc, ces services-là, on a les load balancers. Donc, un load balancer ici, à quoi il va nous servir? Il va nous servir à équilibrer les charges entre différentes ressources. Donc, on va créer un pool de ressources. Et dans ce pool de ressources-là, on va avoir des services qui vont être rendus disponibles. Donc, le load balancer va équilibrer la charge entre les différentes ressources de notre pool. Et pour ce faire, on va définir et utiliser un certain nombre de caractéristiques. Donc, on va définir par exemple quel est l'emplacement source, quel est l'emplacement des destinations, quel est le port source, quel est le port de destination, le protocole et comment est-ce qu'on veut répartir le trafic et faire de quelque sorte l'équilibrage. Donc, à ce niveau, on a deux principaux types de load balancers dans Azure. On a les load balancers publics, on a les load balancers privés. Donc, le load balancer public, ce sera un load balancer qu'on va placer en front-end, sur lequel les clients qui viennent d'Internet vont tomber. Donc, il y aura une adresse IP publique. Et le load balancer privé, ce sera un load balancer qu'on va placer en interne, qui n'aura pas d'interaction avec Internet. Il y aura une adresse IP privée. Et on va maintenant l'utiliser pour adresser des ressources qui ne sont pas accessibles sur Internet, qui sont accessibles seulement à l'intérieur de notre réseau. Donc, de ce fait-là, le load balancer, lorsqu'il est mis en œuvre, il devient le point d'entrée, le point de contact unique et principal de nos utilisateurs. Donc, un peu plus en détail, le load balancer public. Donc, on a dit, on va l'utiliser par exemple dans les scénarios où on a des applications web, où on a par exemple des bases de données, on aura tendance à les garder en interne. Donc, les scénarios, on a des applications web où on doit répartir la charge en plusieurs services. Et dans le cadre, par exemple, des machines virtuelles déployées sous forme de scale set, en VM scale set, on aura recours aussi à des load balancers de type public, avec une solution plus ou moins similaire. Et pour les load balancers internes, on va les utiliser en particulier lorsqu'on voudra rendre disponibles des applications ou des services internes. Donc, on peut le voir ici. Je vais agrandir un peu pour illustrer mon propos. Vous avez ici un exemple où vous avez une application qui est disponible sur le port 80 TCP à partir d'Internet. Donc, on a notre réseau virtuel. Et lorsqu'on entre pour essayer d'accéder à l'application, on a 3 machines virtuelles qui servent l'application et ont l'application disponible. Donc, sur ces 3 machines virtuelles, on aura donc des sites web, un site web identique par exemple. Et en interne dans le réseau, on a d'abord un load balancer interne. Et derrière ce load balancer interne, on a des serveurs de base de données. Donc, cette architecture-là va nous permettre de pouvoir supporter, par exemple, la perte ou le dysfonctionnement d'un serveur de base de données. Donc, s'il y a un serveur qui tombe en panne, on continue de rendre le service disponible. Si on a un serveur web qui tombe en panne, le service reste toujours disponible et cela est transparent pour l'utilisateur qui vient de l'extérieur. Donc,
OK. À côté de ça, on a aussi les passerelles applicatives. Donc, les passerelles applicatives, ce seront ici des éléments qui vont nous permettre d'aller au-delà de ce que ferait un load balanceur classique, un load balanceur de niveau 3 par exemple. Ce sera un load balanceur de niveau 7 qui pourra comment on peut le dire, analyser le trafic. Par exemple, on pourra analyser un trafic SSL, il pourra analyser un trafic HTTP, et on pourra appliquer des règles à ce trafic-là. Donc, on va l'utiliser, par exemple, basé exclusivement pour du trafic web. Essentiellement pour du trafic web, pas pour du trafic pour accéder à une application de base de données, quoi que ce soit possible, mais c'est essentiellement pour le trafic web. Donc, dans le cas d'un WAF, par exemple. Donc, les fonctions qui sont disponibles, par exemple, on a la mise à échelle automatique. La mise à échelle automatique, on a la configuration de la redondance, donc la possibilité, par exemple, pour le load balancer applicatif là, de s'étendre et de couvrir plusieurs zones de disponibilité dans Azure. La possibilité d'avoir des adresses statiques, des adresses IP publiques statiques, et la facilité de déploiement, par exemple, que ça nous offre. On a un autre élément, c'est les zones de disponibilité. Donc, les zones de disponibilité dans Azure, qu'est-ce que c'est? On a une micro qui est ouvert. Vous avez une question? Bon, ok, on continue. Donc, les zones de disponibilité ici, ce seront des découpages logiques dans les data centers de Azure, dans le sens où, dans chaque région, on aura des zones de disponibilité. Et ces zones de disponibilité-là vont représenter des emplacements logiques. On pourra donc, par exemple, déployer nos ressources dans ces zones de disponibilité et on peut avoir l'assurance, quasiment l'assurance que ces zones de disponibilité ne vont pas avoir un impact en dehors de cas de force majeure, qui n'auront pas un impact qui sera causé par une activité Microsoft, une activité humaine qui va faire en sorte que l'ensemble de ces zones-là soient indisponibles de façon simultanée. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on a la possibilité de déployer nos load balanceurs dans plusieurs zones de disponibilité. Et ces load balanceurs-là supportent différentes zones de disponibilité aussi. Donc, lorsque vous allez créer et déployer vos ressources, par exemple vos machines virtuelles dans Azure, le load balancer standard Azure, il a la possibilité de déterminer, par exemple, comment est-ce qu'il va équilibrer la charge en fonction des zones de disponibilité que vous aurez configurées. Maintenant, on a aussi un autre élément qui est très intéressant, c'est Traffic Manager. Et la particularité de Traffic Manager, c'est que c'est un élément qui va fonctionner au niveau DNS. Donc, il va faire du DNS round robin en quelque sorte. Ce qui va se passer ici, c'est que il va déterminer aussi l'emplacement de vos utilisateurs. Donc, c'est une des possibilités. Il peut déterminer l'emplacement de vos utilisateurs et il peut les rediriger vers des serveurs que vous avez déployés qui sont plus proches de ces utilisateurs. L'objectif ici, c'est d'accélérer le rendu de vos applications, la disponibilité de vos applications. C'est aussi de pouvoir... Okay. There's a question from Alvi Otetra. Okay. Go ahead, you can ask your question. Okay, you can ask your question. We can't hear you. Can you open your mic and ask your question?
I can't hear you. Shay, maybe the person can write it down and you read Okay. it Okay. for him if he's not Okay. able to speak. Okay. Okay. So in the meantime, I finish my presentation for the slides and I'll take the Okay. question. Okay. Okay. Ok. Donc les quelques différences entre les load balancers et puis le traffic manager. Donc c'est que les load balancers vont distribuer le trafic. Par exemple, sur les villes, ils vont monitorer la disponibilité des ressources de type par exemple machine virtuelle. Donc au niveau de la ressource, le traffic manager va monitorer la disponibilité des points de terminaison. Est-ce que par exemple tel point de terminaison est disponible? Et en fonction de la disponibilité, il va rediriger les utilisateurs vers des points de terminaison qui sont préférés, vers des emplacements qui sont préférés. Et on va avoir la possibilité de définir un peu des profils et des règles pour pouvoir déterminer comment est-ce qu'on adresse, on redirige nos utilisateurs. Et ce qui est intéressant, c'est que tout cela va se faire au niveau DNS et que puisqu'il est en train de monitorer les points de terminaison, on est en train de monitorer aussi du trafic HTTP. On a aussi des codes d'erreur dans HTTP pour savoir si on a une erreur, par exemple 500, on a une erreur 403 et ainsi de suite. On peut déterminer de façon automatique s'il y a une panne et rediriger les utilisateurs, les clients, vers un emplacement qui est fonctionnel. Okay, I'm done with this slide. If you have a question, you can ask it before I go to the next. Okay. He has not put down his question, but if he's still, can he just unmute and ask the question directly? Just press the unmute sign and ask your question. Because Tokwe had just 6 minutes to round up. Please. Please, can you repeat? I said you have 6 minutes to round up rather. So asking the person to ask his question so that I can give you time to finish up your presentation. Ok. Bon, s'il y a quelqu'un qui a une question à poser aussi, n'hésitez pas à la poser. C'est ce qu'on attend pour pouvoir continuer. Donc, posez votre question et on pourra continuer. Si on n'en a pas aussi, ouvrez votre micro, dites que vous n'avez pas de questions, on va continuer. Parce qu'on ne sait pas exactement qui a levé la main actuellement. Moi qui ai levé la main. Allô? Vous m'entendez? Ok. Alors, D'accord, vas-y. je pense que tu peux Je peux Ok. parler? Oui, vas-y. C'est Hervé Ouattara, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Je voudrais savoir, parce que depuis que nous avons commencé, on sait que le service réseau fait partie d'une offre d'Azure. Quand on fait une offre d'Azure, le service réseau qui suit. Depuis de la présentation, quels sont les services qui sont payants et qui sont donc gratuits avec l'offre du client. Pas si je peux comprendre. Excuse-moi, on n'a pas entendu. Et les différents services que vous présentez, par exemple, qui sont d'office inclus dans l'offre. C'est-à-dire, est-ce que les load balanceurs, je prends un exemple pratique, est-ce que les load balanceurs dont vous avez parlé, c'est des services additionnels que le client doit payer ou ça fait partie même de
Ok, je vais répondre à la question. Comme ça, si c'est ce que tu voulais demander, tu pourras nous confirmer parce qu'on n'a toujours pas bien entendu. Hervé? Oui, Oui, c'est Milo, bonjour. 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 Oui, bon, ta question, on n'a pas tellement bien saisi ta question. Ce serait intéressant de voir si tu peux écrire. Apparemment, je n'ai pas l'option pour converser dans la Tu n'as réunion pas parce l'option que de converser. en Bon, pas. d'accord. Donc, Je pense que tu as parlé des load balanceurs. Donc, Emmanuel il va revenir sur la partie load balanceur. Peut-être que ça pourra éventuellement répondre à la question. Donc, je vais répondre à la question. Je pense que si c'est ça, tu confirmes. Ce que j'ai entendu, c'est que il y a plusieurs services qui ont été présentés. Dans le cas de ces services, il y en a qui sont payants et d'autres qui sont gratuits, c'est ça? Exactement. Et tu voulais la différence entre les payants et les gratuits? Voilà. C'est-à-dire parmi tous ces services, ceux qui sont inclus dans lorsqu'un client souscrit à une offre à vue, ceux qui sont des services additionnels que le client doit payer. Parce que là, on ne peut pas faire, on n'arrive pas ici à faire la différence. Si moi, je souscris à une offre à vue, quels sont d'office les services réseau qui font partie de mon offre, sans que je n'ai à payer. Ok, bon. Je vais traduire la question pour les anglophones, pour qu'ils puissent au moins comprendre de quoi il s'agit. So, Shay, we got the question, so I'll translate it for you because we didn't understand it the first time. So, it is every water for my vehicles who is asking. In Microsoft Azure, we have a lot of networking services available. So, how to determine if a service is free or if it is not free? If you have to buy for to use the service. So I continue in French. Donc, Okay. You have answered it. Already. I'm going to answer it now in French. Okay. Donc, Hervé, j'explique un peu. Lorsque tu as une souscription Azure, tous les services qu'on a cités, ils sont disponibles. Tu peux créer n'importe quelle ressource que tu veux. Pour savoir combien ça va te coûter, tu as la calculatrice Azure qui peut te permettre de simuler l'évaluation des coûts. Si je connais un service qui n'a pas de frais par lui-même, c'est les réseaux virtuels. Donc, quand tu crées un réseau virtuel, on ne va pas te facturer parce que tu as créé un réseau virtuel. Par contre, lorsque tu connectes une machine au réseau virtuel, le trafic que tu engendres, le trafic entrant, le trafic sortant, te sera facturé. Donc, pour répondre à cette question-là, je pense que c'est plus une question d'ordre commercial que technique, et c'est plus une question... c'est une question difficile à répondre dans le sens où les offres tarifaires varient. Il faut éventuellement aller sur la documentation pour pouvoir le voir. Maintenant, avant d'aller plus loin, je vais profiter peut-être si je peux te montrer un peu. Bon, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Ce qu'il faut noter déjà, c'est que lorsque tu crées une ressource dans Azure, on t'indique en même temps, lorsque la ressource va te coûter de l'argent, on t'indique combien elle coûte et comment est-ce qu'elle est facturée. Donc, tu as différents niveaux de prix et tu les sélectionnes en connaissance de cause. C'est surtout pas une boîte noire où tu commences à faire des configurations, où tu commences à utiliser et après tu te rends compte que tu as des frais qui te sont engendrés. Ce n'est pas le cas. Bon, j'espère avoir répondu tant bien que mal à ta question. Mais bon, c'est selon les informations que j'ai aussi à mon niveau. C'est bon? C'est bon. Ok. Donc, on est en train de parler d'Azure Front Door. Donc, Azure Front Door ici, c'est un service qui va nous permettre. C'est un nouveau service qui. Sorry for interrupting yes. again. How many more minutes? Because we are passing our time, but I don't know how many more minutes we need or to finish up so that we can just people will be aware of it, so they'll just wait. Okay. How many minutes can I take?
If you can round up in 5 minutes, if 5. it's possible. Yeah. Okay, I'll go fast. Okay. So, donc, vous avez Azure Fondor, on m'a dit qu'il nous reste 5 minutes, donc on va aller un peu plus rapidement que prévu. Donc, on a Azure Fondor qui est un service qui va nous permettre de contrôler l'accès à nos applications, essentiellement. Donc, on pourra mettre en cache du contenu, on va faire un peu, il regroupe des fonctionnalités qu'on avait déjà dans d'autres services comme Traffic Manager, comme les load balancers, comme Application Gateway. Donc, il regroupe certaines de ces fonctionnalités-là. Et lorsque vous l'utilisez, vous allez voir en fait qu'il va créer certains autres services qui seront managés de façon un peu plus globale. Donc, comment est-ce qu'il faut choisir entre Traffic Manager et Fondor? Donc, Fondor, c'est essentiellement pour HTTP, donc pour le web, alors que Traffic Manager peut être utilisé pour d'autres types de services. Donc, Traffic Manager, vous allez utiliser par exemple le routage vers quelque chose que vous allez mettre en place en local, donc une application que vous hébergez en local, alors que Fondor, vous allez l'utiliser lorsque vous voulez avoir de la scalabilité de façon agnostique par rapport à un emplacement donné. Maintenant, niveau facturation, vous êtes facturé en termes de requêtes DNS pour Traffic Manager. Et il y a quelque chose qui est un peu plus différent, c'est que lorsque vous allez utiliser Fondor, vous allez avoir un ensemble de règles de sécurité qui vont être créées, comme je l'ai dit. Ça utilise d'autres services, d'autres outils qui sont déjà disponibles en Azure. Donc, voici un peu un aperçu de ce que ça fait Fondor et Traffic Manager. Donc, pour l'ensemble des services qu'on a présentés là, vous avez la documentation qui est disponible. Vous pouvez aller sur le portail Microsoft Learning et avoir l'information. Il y a aussi docs.microsoft.com pour pouvoir avoir toutes les informations sur ces différents sujets qu'on a couverts. Donc, il y a Microsoft Learn, il y a Microsoft Docs. Et maintenant, bon, je pense que nous sommes arrivés au thème de notre présentation. On a couvert les sujets qui étaient censés être couverts, à l'exception de la dernière slide qui a été un peu plus accélérée compte tenu du temps limité que nous avons. Étant dans l'obligation de respecter les délais pour qu'on puisse facilement avoir un autre événement la prochaine fois. Je pense que je vais redonner la parole à nos hôtes au Nigeria. Et si vous avez des questions, ce sera l'occasion de les poser. So, Shei. Thank you. We are done Topper. with the presentation. So, you can take over. Yeah. Thank you once again, everyone, for joining in for this afternoon Azure Africa Saturday. And as we said earlier, we are going to be using different African language to take on Azure and see Azure provision as to properly sync Azure provision to our numerous users across Africa. Thank you, Temitope, for this presentation. And I know we could have, during the week, the people on this call, we're going to put the feedback form on this particular channel. So please feel free to fill that form. It helps us to plan better and know what we need to do. I tried the live caption. I noticed that I might be wrong. For those that are speaking French, interpretation is quite different from what the Topper was saying, but at least it's something that we can exploit to make it better. So thank you once again. Join us next week as we continue on this series. And as I said before, we're going to put the feedback form on this channel. Once you are logging now, automatically when you can get it from the chat, you can get this.
And apparently we can also put the same copy at our WhatsApp group for you to see. Please, if you know you are on this call, please look out for the feedback form to help us to check and to help us to have a better feedback. But meanwhile, before we close, we're closing the next 3 minutes. If there's any feedback you want us to have, if you can give us right away, we can have it. And thank you, Tokwe, for this presentation. Thank you, Sherry. And I would like also to thank Serge Milo and Jerry Orlando who assist me during the presentation. So Okay. thank you guys too. Thank you, Shay. Okay. Thank you, team. Sorry, thank you everyone that made this right and at the right time. So in absence of any question, I'm going to stop the recording, and the recording will be uploaded